Dans ce nouvel épisode du podcast ADA, Architecture, Art et Design en Afrique, je reçois cette fois Bion Sossou, qui est architecte, fondateur de Maison Bion Sossou. Il a entre autres travaillé sur des projets culturels phares comme le Centre culturel EA ou encore les projets de Voodoo Stage. J'ai eu l'occasion de le rencontrer cet été à Cotonou et nous avons pu discuter de son rapport au métier, du rapport... nous avons particulièrement parlé de la différence qu'il y avait entre des projets d'État ou des projets gouvernementaux et des projets de gestionnaire classique, entre autres sujets super intéressants. C'est une interview que j'ai pris beaucoup de plaisir à mener et c'est une discussion riche. J'espère qu'elle vous plaira. Bon épisode. Bonsoir Bion. Bonsoir, Merci d'avoir accepté mon invitation c'est moi. et d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec moi et avec les personnes qui nous écoutent. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît, de la manière dont tu souhaites. C'est particulier ça, parce que je peux me présenter de plusieurs façons. Mais bon, on va faire simplement. Donc, je suis Bion Sossou, architecte, urbaniste et designer de formation. J'ai fait un cursus d'abord d'enseignement général Ok. jusqu'en 4e. Et après, j'ai switché en enseignement technique. Donc, j'ai fait tout le process normal, c'est-à-dire donc de la 6e en 3e enseignement technique. J'ai eu un CAP en maçonnerie. Donc, j'ai vraiment fait de la maçonnerie. J'ai porté des sacs de ciment. Voilà, je suis passé dans des brousses. Voilà. Je n'ai pas triché avec le processus. Ouais, c'est ça. Et après, donc, après ce CAP, donc, j'ai fait la seconde, la première et la terminale en génie civil. Donc, la filière F4 et les bâtiments travaux publics. Et juste après, j'ai fait 1 an à l'IUT de Lokossa, donc en prépa, avant de rejoindre en 2008 l'école d'architecture de Lomé et Hameau, donc pour un cursus de 6 ans. Ok. Tu as dit que tu étais architecte, urbaniste et designer, les trois à la fois. Ouais. C'était important pour toi de contrôler les trois échelles parce qu'on dit souvent que l'architecture c'est une question d'échelle. Ouais. Un designer, c'est un architecte qui s'occupe d'une plus petite échelle. Un urbaniste, c'est un architecte qui veut maîtriser la ville. C'est ça. Et c'était important pour toi de comprendre les trois niveaux de création. Alors, c'est le troisième, à savoir le design est venu bien après. Okay. Bien après, on va dire que je suis tombé dans l'urbanisme à cause de la formation. Okay. Parce que à l'EAMO jusqu'en 2014, il n'y avait pas encore le système LMD. C'est-à-dire c'est un peu comme la médecine, quand tu commences en première année. Si tu t'arrêtes en 3e année, il n'y a pas de diplôme intermédiaire. Donc, c'est un cursus de 6 ans et c'est un double diplôme. Donc, architecte et urbaniste en même temps. C'est un peu comme quand tu vas sur des facs en France ou tu vas dans des universités d'architecture. En France, tu peux avoir le double cursus architecte et ingénieur. Donc, déjà, à la base, c'est ce que les hameaux proposaient. Donc, architecte et urbaniste. Et c'est bien après, quand je suis sorti, maintenant que je suis tombé vraiment dans tout ce qui est passion de design. Donc, travailler à petite échelle sur les intérieurs, l'approche des espaces, vraiment essayer de regarder avec une loupe ce qui se passe dans l'intérieur des espaces, mais pas qu'en intérieur, aussi bien en extérieur. Okay. Donc, en fait, c'est ça. Mais comme tu as essayé d'expliquer, au niveau aujourd'hui de ce que j'ai, je suis architecte, je suis urbaniste et je suis designer. Donc, le designer, donc, à l'échelle vraiment macro, l'architecte qui pense les plans, qui pense la maison, qui pense l'espace, et ensuite maintenant l'urbaniste qui pense vraiment la ville. C'est-à-dire que si on doit partir de l'échelle macro à l'échelle micro, c'est que l'urbaniste, c'est celui qui prend la ville, qui trace la ville, qui fait les réservations. C'est l'urbaniste qui sera en mesure de nous dire, bah, écoutez, au niveau de tel espace, on va réserver peut-être 2 hectares pour une école primaire qu'on va peut-être construire dans 2 ans. Et ensuite, l'architecte prend maintenant tout ce plan de développement que l'urbaniste a fait et commence par développer les équipements structurants. Donc, l'architecte va dire, OK, l'urbaniste a prévu de faire une école.
On confie maintenant à l'architecte la mission de se dire, maintenant fais une proposition de plan pour cette école-là, et l'architecte va programmer cette école-là sur la base de ce que l'urbaniste a fait. Donc en fait, je pense que pour le contexte africain, c'est quelque chose qui pendant longtemps a beaucoup aidé les décideurs d'avoir aujourd'hui des maîtres d'œuvre qui ont la capacité de réfléchir en tant qu'urbaniste et en même temps d'avoir l'approche de l'architecte. Et après, la passion du design est venue juste après, et aujourd'hui, ça a donné l'effet où j'ai donné cours pendant 3 ans à Africa Design School. Okay. Est-ce que tu penses que l'architecte peut, dans certains cas, être légitime à questionner le travail de l'urbaniste? Questionnement, je ne dirais pas. Okay. Parce que l'urbaniste intervient quand même en amont. Okay. L'urbaniste intervient en amont. Alors, et ça, c'est la force de l'EAMO. C'est la force de l'EAMO, c'est que quand on a commencé la formation, en tout cas pour tous ceux qui ont eu à faire le double cursus, quand on a commencé la formation, on nous expliquait en fait les principes que les colons utilisaient pour tracer certaines capitales. Donc tu prends par exemple Lomé, on a le boulevard circulaire, c'est que quand tu arrives au niveau de Carrefour, Festival des Glaces, et que tu longes et que tu fais comme si tu veux aller vers la BOAD, c'est le boulevard circulaire. Et en vue aérienne, on voit bien que en fait la ville a été tracée, c'est quelqu'un s'est assis, a pris un compas et a fait un demi-cercle et s'est dit que la ville, à partir de ce demi-cercle-là, va se développer. Et donc, pareil pour Cotonou, tu prends l'Étoile Rouge, qui n'est peut-être pas je n'ai pas toute la jeunesse de Cotonou, mais qui n'est peut-être pas le cœur de ville. Tu as l'Étoile Rouge, mais tu as des quartiers comme Gary. Donc, en fait, l'urbaniste, c'est quelqu'un qui vraiment réfléchit à l'aménagement de l'espace à grande échelle, à l'échelle d'une ville. Et comme je disais, l'architecte, maintenant, lui, il vient prendre ces plans-là et commence pas à les développer. Donc, je pense que c'est une question de complémentarité. L'architecte ne peut pas questionner tout de suite le travail que l'urbaniste a fait parce que ce ne sont pas les mêmes échelles. Mais justement, sur le cas de Lomé que tu donnais, c'est spécial que, c'est normal, mais c'est spécial que ce soit des urbanistes colons qui aient pensé le dessin de la ville de Lomé. Et du coup, est-ce que, justement, sur ce questionnement-là, parce que forcément, un colon, il dessine pour lui, pour ses objectifs premièrement, avant de dessiner pour les objectifs des autochtones, s'il faut appeler ça comme ça. Et est-ce que tu penses que ça fonctionne toujours aujourd'hui, par exemple, Lomé, comme il a été dessiné il y a, je sais pas, 50 ou 60 ans? Vous savez, c'est un peu comme la mode. Hein. On ne réinvente rien. Ça tourne. C'est qu'aujourd'hui, on est repassé sur une tendance des gros pantalons, des pantalons évasés, des gros t-shirts. Il y a 7 ou 8 ans derrière, on était sur des principes de jeans slim. Et quand on retourne peut-être dans les années 80, les années 70, où nos parents dansaient bal poussière, ils étaient sur des pantalons Badef. Donc en fait, c'est pareil. Je vais dire les colons, peut-être que c'est un thème qui est un peu trop gros, mais eux, je pense qu'ils ont utilisé quand même une méthode participative. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, nos villes montrent peut-être leurs limites en termes d'infrastructure. Parce que le dimensionnement qui a été fait il y a 60 ans, il y a 70 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc les villes ont grossi. Mais en termes de structuration de l'espace, quand vous prenez l'exemple de Cotonou, aujourd'hui on a le boulevard de la Marina qui passe derrière la présidence, qui est aujourd'hui un axe fort sur lequel beaucoup de choses se passent et on en est très fiers d'ailleurs. Mais quoi qu'on dise, la réflexion a été menée de pouvoir penser qu'il y a une voie qui va passer par là. Le positionnement des équipements structurants comme le port, l'aéroport, c'est ces équipements-là qui permettent en fait de tracer les voies. Et ça suit quand même une certaine logique. Donc moi, je pense pas que le fait que ce soit les colonisateurs ou même que ces plans-là aient été faits peut-être il y a 50 ans derrière impacte aujourd'hui le développement de nos villes. Non, au contraire, ça montre quand même qu'il y a une certaine logique et je reste convaincu que il y a une méthode participative qui a été utilisée. C'est quoi la méthode participative? C'est de se dire que nous allons construire des équipements pour les administrer. C'est-à-dire que ça sert à rien de construire un équipement aujourd'hui que personne ne s'approprie. C'est comme tu fais une tour de 20 étages qui est tout beau. Et les gens ne sont pas habitués à vivre en hauteur. Donc du coup, tu vas avoir ton immeuble, mais personne ne vivra dedans. Donc moi, je pense que ces urbanistes qui ont travaillé sur nos villes, qui ont vraiment décidé les grands axes de nos villes, ont essayé quand même de travailler avec les autochtones, de travailler avec les locaux dans ce temps, et ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Quoique nos villes, on remarque qu'il y a des limites quand même dans l'aménagement aujourd'hui, c'est pour ça que on s'étend de l'intérieur vers la périphérie. J'ai envie de revenir sur ta décision de devenir architecte.
Est-ce que c'était un choix calculé ou est-ce que ça vient d'une vocation ou d'un élan? Par exemple, quand tu étais enfant, est-ce que tu savais que ça existait, le métier d'architecte Non. ou de designer? Non, non, non. Alors, pour vraiment savoir l'orientation, comment je suis tombé dedans, euh, en 99, j'ai déménagé en Calavi. À Calavi, je vivais à Cotonou avec mes parents. Mes frères et sœurs, ils étaient au CSP. D'ailleurs, j'ai fait le CSP, le collège scolaire protestant, voilà. Et donc, il fallait déménager à Calavi. Alors, en 99, Calavi, c'était la brousse. Il n'y avait quasiment pas de voie. Donc, mes frères ne voulaient pas aller vivre à Calavi. Et moi, j'adorais, parce que je voulais accompagner mon père. Et quand on est arrivé à Calavi, il y avait des travaux à faire. Donc, il y avait des carreleurs qui venaient poser les carreaux au salon. Et en 99, j'avais déjà appris à découper les carreaux et à poser. Avec les carreleurs? Avec les carreleurs. Je pense que quand mon père a vu ça, il s'est dit, il faut l'orienter. Il faut l'orienter vers la technique, pas l'architecture. À ce moment donné, là, je pense pas que lui-même saisissait vraiment le fait d'être architecte. Donc, du coup, je passais de la 4e en 3e. Et au lieu de me laisser passer le BPC, il a dit non, tu retournes en enseignement technique. Donc, ma promotion, pendant que eux ils passaient le BPC, moi, je suis retourné en 6e. En 6e de maçonnerie. Voilà. C'était douloureux? Voilà, c'était très douloureux. J'ai mis peut-être plus de 10 ans à accepter. Parce que j'ai vu, je me voyais adulte comme ceux de ma génération, mais je me retrouvais en 6e. Et ça a été quand même un choc pour moi. C'est spécial. Voilà. Mais justement, donc, comment je suis tombé dans l'architecture? Donc, j'ai fait première année, deuxième année, troisième année. J'ai eu mon CAP AC, aide-maçon. J'ai eu ce CAP-là. Et ensuite, dès que tu as le CAP, tu as l'option, tu as deux options. Soit tu fais la F4 ou tu fais je vais dire ce que l'on appelle DTI en fait. Voilà. Et donc j'ai décidé en fait de faire les deux. Donc j'ai eu le bac F4 et j'ai eu le DTI parce que je voulais avoir la possibilité à l'université de pouvoir évoluer. Mais j'étais très nul en maths physique. Et donc pour ceux qui pensent que pour faire l'architecture il faut être fort en maths physique, c'est pas vrai. J'étais très nul en maths physique et quand j'ai eu le bac, mon père voulait que à la base, il voulait que je sois ingénieur. À la base. Et donc, où est-ce qu'il fallait aller? On m'a envoyé à l'IUT Locosa. Je suis arrivé à l'IUT Locosa et c'était les fondas double intégrale, triple intégrale, méca fluide. J'étais très nul. C'était pénible pour moi d'aller au cours. Et je me disputais avec mes professeurs de maths physique. Pourquoi? Parce que je leur disais, mais en enseignement technique, on privilégie les matières techniques. J'étais très fort en dessin. 8 heures de dessin, j'avais les 17, 18. Pendant ce temps, on avait 2 heures de maths physique par semaine. Maintenant, on a le bac. On arrive à l'université et vous nous remettez dans un tronc commun avec les gens qui ont fait la C et la D. Et eux, ils sont très forts en maths physique. Et si tu ne passes pas le cap de la première et de la deuxième année en fonda, ce n'est qu'en troisième année que tu retrouves l'enseignement technique. Et donc, du coup, moi, je leur disais, mais c'est pas sérieux parce que vous nous avez fait la technique. On arrive à l'université, vous nous parlez maintenant de maths physique. Donc, je savais que je n'allais pas durer à l'IUT Locosa. Et c'est en étant là que j'ai dit à mon père, moi, je peux pas être ingénieur, je vais faire de l'architecture. Donc, et c'est comme ça, en fait. Et même là, je savais même pas ce que c'est réellement. Voilà. Mais je savais qu'il n'y avait pas les maths physiques. Voilà. C'était fuir les maths physiques, le purpose. Ouais, c'est ça. Mais comment ça a comment fonctionné? Tu t'es fait violence sur les maths physiques ou... J'ai essayé, mais j'ai pas pu. J'avais les 2, les 3. C'était compliqué. Mais j'étais convaincu que c'était pas les maths physiques qui faisaient de l'architecture, même sans être rentré en école d'architecture. Mais comment c'est... Parce que c'est pas un métier qui... Je pense que quand on n'appartient pas, malheureusement d'ailleurs, quand on n'appartient pas à une certaine catégorie sociale, on n'est pas forcément au courant que c'est un métier qui existe et que c'est un métier qui peut... Il y a par exemple Virgile Abloh, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui, bien sûr. Je pense que c'est un peu la même histoire. Il a fait de l'ingénierie avant de faire de l'architecture. Et il dit qu'il ne savait même pas que l'architecture, c'était un métier pour lequel on pouvait te payer. Donc comment c'est venu? Comment tu... Alors, aujourd'hui, on a Internet. Avant, il n'y avait pas Internet. S'il y avait Internet,
Parce qu'il y avait des ordinateurs Macintosh. Après, on est passé à Windows 98. Et c'était ceux dont les parents avaient l'argent qui avaient ces ordinateurs-là. Donc, très honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit en architecture, que ce soit en médecine, que ce soit en expertise comptable, il y a beaucoup de gens qui ont fait des métiers parce qu'ils étaient passionnés, à l'aveugle, mais parce qu'ils étaient passionnés. Pour moi, l'architecture, je ne réfléchissais même pas à la rentabilité. Ok. Est-ce que ça permet aujourd'hui, quand un parent va orienter son enfant, il va dire, est-ce que ça permet de gagner sa vie? Je crois que nous, dans ce temps-là, nos parents ne réfléchissaient pas à ça. Nos parents pensaient plutôt au métier noble. Moi, ma soeur est sage-femme anesthésiste. Mon frère est expert comptable. Mon petit frère est médecin. Moi, je suis architecte. Donc, pour que tu comprennes que c'est des parents dans l'orientation, le choix de carrière, c'était beaucoup plus ce côté noble qui était recherché. Et moi, mon père voulait pas que je sois architecte. Hein. À la base, il voulait que je sois militaire. Carrément. Et quand j'ai eu mon bac, il voulait que j'aille faire l'armée. Parce que, étant un professeur de médecine, personnel parce qu'il est décédé, étant un professeur de médecine, pour rentrer à la FSS, ce n'était pas si difficile que ça, comme aujourd'hui. Donc, il avait des fleurs qu'il a fait à beaucoup de regradés dans l'armée. Donc, ils lui ont dit, quand ton enfant va avoir le bac, il pourra rentrer dans l'armée, on va l'aider aussi à monter rapidement. Donc, quand j'ai eu le bac, il a dit, il faut que tu fasses l'armée. J'ai dit non. Il m'a dit, c'est ça, ok. Bah, je te laisse. J'ai même trouvé une bourse en architecture en Chine, mais il a dit non. Il a dit, tu pars pas. Donc, ça a été un vrai combat. Donc, comme on a trouvé les Yamois, Lomé, il s'est dit, bon, ok, finalement, allez, je vais quand même laisser. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, il doit être fier de moi. J'espère aussi. Quelle a été ton expérience sur les études d'architecture? Si je devrais donner un conseil, là tout de suite, hein. Si moi j'ai un enfant, un neveu ou un cousin qui veut faire de l'architecture, s'il est encore en 6e, je lui conseillerais, à partir de la seconde, de rentrer dans l'enseignement technique. Okay. Tu penses que ça a été important? Okay. Moi, c'est toute prétention mise de côté, c'est ma force. Okay. C'est bizarre, je suis rentré en école archi, j'ai jamais fait de stage en cabinet archi jusqu'à soutenu. J'ai fait 6 ans. Je n'ai jamais déposé une lettre de demande de stage dans un cabinet d'architecture pendant 6 ans. Les stages académiques, c'était pas obligatoire? Si. Okay. Ben, j'ai jamais fait. Je faisais des rapports et je déposais. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est peut-être pas une bonne chose. Ayant fait 6 ans dans le génie civil, ayant fait plein de chantiers, le dessin technique, lecture de plan, les yeux fermés, je peux te dire ce qu'il y a dans un bâtiment. J'ai eu un DTI, je sais faire du coffrage. Donc j'ai eu à coffrer des dalles, j'ai eu à faire des schémas de ferraillage, j'ai eu à ferrailler moi-même. Donc je connais le bâtiment. Tu comprends la douleur du bâtiment? Je comprends la douleur du bâtiment. Donc quand je ferme mes yeux, quand je prends un projet, j'ai une vision 3D tout de suite. Et ça, c'est venu parce que j'ai fait beaucoup d'années dans le secteur. Et donc quand je suis rentré en école archi, ce que je reprochais à l'UT Locosa, c'est l'inverse qui s'est passé en école archi. Okay. Ceux qui ont eu le bac C, le bac D, ont beaucoup galéré. Parce qu'en école archi, c'est pas maths physique à fond en première année. Il y avait des maths physiques, mais c'était pas à fond. Il y avait beaucoup de matières techniques. Et moi, ayant fait le génie civil depuis la base, donc je prenais mes vacances à profit et j'allais faire DJ dans les boîtes de nuit. Ok. Et ça fonctionnait? Et ça fait les 6 ans. Et pour aller plus loin, tellement je suis resté dans ma formation de base, parce qu'on dessinait beaucoup à la main, il n'y avait pas d'ordinateur. Tellement je suis resté dedans que ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé en 3e année que pour mon mémoire de L3, on m'a demandé de faire un projet numérique en architecture. J'ai pris 2 mois pour apprendre Archicad, parce que je n'avais pas le choix. Et c'est comme ça que j'ai appris le logiciel. Sinon, j'ai toujours dessiné à la main. Est-ce qu'il y a un retour, je trouve, je ne sais pas si je suis biaisé ou pas, mais il y a un retour de cette manière de travailler à la main chez certains architectes. Est-ce que toi, objectivement, tu penses que avec les exigences de rendu qu'il peut y avoir en permis de construire avec ce genre de choses, c'est quoi ton rapport avec dessiner à la main versus dessiner avec un logiciel? Il y a aussi toute l'histoire de
celui qui conçoit le logiciel, en guillemets, contrôle l'architecte, parce qu'il le conçoit avec des normes qu'il arrange. C'est ce qu'on dit en tout cas. Par exemple, celui qui dessine avec Archicad, celui qui construit une maison avec Archicad, et celui qui construit une maison avec Revit, on arrive à savoir quel logiciel il a utilisé quand on est connaisseur. On arrive à savoir quel logiciel il a utilisé rien qu'en observant le bâtiment. C'est quoi ton avis sur ça? Alors, pour moi, le dessin à la main, aujourd'hui, il y a une vraie base. Avec mon architecte junior dans mon cabinet, je crois que quand nos profils se sont rencontrés, elle était très dessin à la main. La recherche de forme, la volumétrie, elle savait vraiment faire les dessins. Et c'est quelque chose que j'ai voulu conserver. On ne peut pas se fermer à l'évolution. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a plusieurs outils de dessin. On a la suite Graphisoft, donc Archicad, on a Autodesk, on a AutoCAD, on a aujourd'hui des outils comme Revit qui sont arrivés, et quand on va rentrer dans la modélisation poussée, tout ce qui est architecture paramétrique, comme Zaha Hadid, parce que tout le monde on voit les projets de Zaha Hadid, on dit que c'est beau, mais en fait, elle fait partie de ceux quand même qui ont intégré tout ce qui est paramétrique, les formes qui tournent. Pour faire ça, c'est beaucoup plus facile de dessiner de paramétrer dans Grasshopper, ou bien d'être dans Rhino. Donc tu vois, ce sont des outils aujourd'hui qui sont inventés parce que l'architecture évolue, parce que la créativité de l'être humain fait qu'on a envie de pousser plus loin, de faire des choses plus magnifiques. Donc il y a des outils informatiques qui accompagnent. Mais quoi qu'on dise, le premier croquis, le premier sketch, c'est toujours à la main. Il est important. C'est toujours à la main. Moi, j'ai enseigné ça en école de design avec les enfants en première et en deuxième année. Le dessin technique, tout part de là. Comment tu comprends un plan aujourd'hui? Une ligne qui est pochée, une ligne qui est appuyée en noir, une ligne qui est appuyée en gris. Les valeurs de trait. Il y a une différence. Le mur de 15, un mur qui est sectionné et un mur qui n'est pas sectionné. Les hauteurs de coupe. Ça, aucun logiciel ne va t'apprendre. Donc, en dessin technique, tu es obligé d'avoir cette base. Et donc, pour moi, les deux fusionnent. Il faut maîtriser les bases du dessin technique. C'est pour ça que je te disais que si moi, j'avais le choix, je dirais toujours à toute personne qui fait de l'architecture, va en école de génie civil à partir de la seconde. Tu apprendras le dessin technique parce que là, on te donnera beaucoup de bases. Tu vas travailler beaucoup à la main. Et quand tu vas prendre un logiciel comme Archicad, moi, il m'arrive parfois de ne pas travailler sur un ordinateur pendant, allez, 1 mois. Mais dès que j'allume et que j'ouvre Archicad, que ce soit Archicad 26, que ce soit le 28, je retrouve mes bases en fait. C'est comme si j'avais jamais laissé. Et ça, je crois que c'est... Parce que quand tu ouvres un logiciel comme Archicad et que tu regardes les paramétrages, tout de suite, tu retrouves le vrai dessin technique. Tu as plus de détails, on te dit si tu veux l'épaisseur de mur. En fait, bon. En plus, le logiciel ne te dirige plus, c'est toi qui le dirige. C'est ça. Donc pour moi, les deux fusionnent. Tu prends tes bases en dessin technique, tu prends tes bases en croquis à la main, tu prends tes bases que tu utilises maintenant pour bonifier en fait le logiciel. Après, déjà ça m'intéresse de savoir. Ton diplôme d'architecte, tu l'as soutenu sur quel sujet? Alors, proposition d'un nouveau schéma de circulation pour le marché d'Antopa. Donc c'était plus de l'urbanisme. C'était de l'urbain et j'ai proposé après une gare routière. Parce qu'aujourd'hui, il y a le fameux carrefour qu'on appelle Carrefour Tobula maintenant, celui qui a été cassé quand il est venu. C'était là qu'il y avait le parc des taxis pour aller à Porto-Novo. Et donc, il y avait un embouteillage monstre qu'on retrouvait à cet endroit-là. Et donc, moi, j'ai réfléchi, j'avais proposé qu'on puisse casser, qu'on enlève les gens de là, bien avant même que Tobula ne dise ça. Moi, c'était déjà la proposition, qu'on puisse casser. Et j'avais proposé des échangeurs, justement. Parce que faut dire que la zone commerciale de Dantopa, il y a une vraie problématique que moi, j'ai remarqué. Dans la période des fêtes, en fait, quand tu arrives en décembre, tu peux pas passer par Topa. Donc, tout le monde fuit la zone de Topa parce que tu as le marché de Noël, tu as les vendeuses qui exposent des guirlandes. Donc, c'est vraiment infernal. Et donc, moi, j'avais imaginé un truc avec 3 trams, donc ceux qui voulaient juste passer au-dessus du marché pour continuer vers Calavi, donc c'était. Et après, j'ai proposé une gare routière. Bon, c'était ça le sujet. Est-ce qu'on peut dire que tu as travaillé sur l'informel? Oui, tu travailles sur l'informel parce que tu travailles sur l'informel parce que tu essayes de voir aujourd'hui, dans le temps où je travaillais dessus,
tu peux pas aujourd'hui proposer un nouveau schéma de circulation. Tu peux pas demander qu'on délocalise des gens sans avoir pris en compte tout ce qu'on retrouve dans ce marché-là, tout ce qu'on a. Donc, moi, j'avais fait déjà ce travail. J'avais répertorié pièces Sodi, ceux qui vendaient des pièces de véhicules détachés, ceux qui vendaient de la maroquinerie. Donc, j'avais tout cet inventaire-là. Donc, pour voir un peu l'impact qu'allait avoir, en fait, un nouveau schéma de circulation. Parce que on a même fait des enquêtes au niveau de chaque carrefour. C'est-à-dire qu'on arrivait j'ai fait des enquêtes sur un mois. J'avais une équipe de 12 personnes. Et on a quadrillé toute la zone commerciale de Topa. Donc, on s'est mis au feu. On a compté le nombre de véhicules qui passent à des heures précises. Le matin, à midi et le soir, les jours ouvrables, les jours de fête, les jours où le marché s'anime. Et donc, ça te permet à la fin d'avoir un gros tableau stat. Tu vois, c'est là que les maths interviennent un peu. Tu as un gros tableau statistique et tout de suite, ça te permet de profiler, de dimensionner ta voirie, de savoir les zones rouges. Donc, c'est beaucoup de travail. Ouais. Et comment est-ce que tu approches justement ce travail, c'est ma théorie pour le moment en tant qu'apprenant, c'est que en réalité les architectes c'est des sociologues qui savent dessiner. Ça, j'avais jamais entendu celle-là. Je sais pas ce que tu repenses. Je sais pas si je suis sur le bon indice. Alors, tu es là où il faut. Ok. Parce que et ça j'enseigne ça toujours et avec mes collaborateurs, je leur explique, quand je rencontre un client, au bout de 15 minutes, je suis dans sa tête. Je sais exactement ce qu'il veut faire comme projet. C'est une forme de sociologie. Parce que tu ne peux pas, c'est ce que je te disais, tu ne peux pas concevoir pour quelqu'un sans que la personne ne se retrouve dedans. C'est que moi, aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un qui commence à me parler, déjà, je regarde comment il est habillé. Je regarde la diction qu'il a. Je regarde s'il est allé à l'école. Je regarde son niveau de vie. Je regarde ses ambitions. Et je demande à la fin, est-ce que tu peux me montrer une ou deux images de choses qui te plaisent? Je fais ça toujours. Et dès qu'il me montre, c'est fini. Dès qu'il me montre, c'est fini. Je sais tout de suite quel genre de personne il est, quelle est sa sensibilité, quel type de projet je veux lui proposer. Parce que, en tout cas, jusqu'à présent, quand je rencontre un client, j'ai 2 coups d'essai. 2 coups d'essai, c'est-à-dire? 2 coups d'essai, c'est-à-dire que la première proposition que je lui fais, il va aimer, mais il va trouver des choses à dire. La deuxième proposition, il achète. C'est rare que tu dessines toi. Et c'est à ça que ça sert, de rentrer dans la tête du client et de faire une forme de sociologie, de faire une forme de lecture sociale, de faire une forme d'analyse sur qui tu as en face de toi. C'est qu'avant même que tu ne penses à quelle dimension va avoir la chambre, c'est la personne qui est en face de toi qui a un besoin et qui vient vers toi. Et tu dois cerner la personne pour cerner son besoin, pour faire maintenant la proposition qu'il faut. C'est quoi les outils que tu utilises sur cette partie-là, sur cette partie de comprendre l'humain? Ou de comprendre pas forcément, ça dépend de si tu as en face de toi une personne pour travailler, ou si tu as en face de toi une collectivité ou une mairie, etc. C'est quoi les outils pour comprendre quelqu'un? Alors, à l'échelle d'une personne, c'est du B2B. Je pose des questions, simplement. J'observe. C'est pour ça que tout mon cursus aujourd'hui me sert, parce que j'observe, j'analyse, je regarde qui j'ai en face de moi, je regarde la sensibilité, je regarde, comme je te disais, comment elle me parle. Et quand je suis face à une collectivité ou à une communauté, qu'elle soit culturelle ou cultuelle, aujourd'hui, je travaille sur certains projets touristiques, je travaille sur la route des couvents, donc je fais une rénovation. C'est quoi la différence entre culturel et cultuel? Alors, le culturel, c'est tout ce qui nous rappelle ce qu'on a, ce qu'on est venu voir, ce qui vient de nous, ce qui anime notre vie. Et le cultuel, on est dans le culte. Donc, qui dit culture, on est dans le culte. Donc, aujourd'hui, je travaille sur des projets de rénovation de temples à Vaudon. Et alors que je suis chrétien catholique, et je suis obligé d'approcher ces sujets-là en regroupant toute la communauté, en parlant avec les dignitaires à différents niveaux, à différentes échelles, à travailler et à discuter avec les adeptes. Et c'est ce que j'appelle la méthode participative. C'est la clé de tout projet. La question que j'ai, c'est toujours par rapport aux relations qu'un architecte doit avoir avec les clients et comment est-ce qu'il gère ces relations-là. Okay. Et surtout au niveau des collectivités. Je ne sais pas si c'est à cet endroit-là que c'est le plus délicat ou si c'est au niveau des clients personnels.
comment est-ce que tu gères par exemple, au niveau des collectivités, ce que moi je trouve délicat, c'est que c'est pas toujours les personnes à qui tu as affaire qui vont utiliser le bâtiment ou qui vont utiliser ce que tu dessines, que ce soit un bâtiment, que ce soit une ville ou que ce soit un objet. Et comment est-ce que l'architecte arrive à penser à l'intérêt de l'utilisateur au-delà de penser à l'intérêt du commanditaire, premièrement. Et deuxièmement, quand il doit dealer avec plusieurs commanditaires, comment est-ce qu'il fait pour gérer les conflits, je ne sais pas s'il faut appeler ça des conflits d'intérêts, mais comment est-ce qu'il fait pour gérer les besoins pointilleux de l'un et les besoins pointilleux de l'autre? Que ce soit dans la discussion ou dans le dessin d'ailleurs. C'est une question qui peut paraître simple, mais qui a beaucoup de ramifications. Je vais essayer de donner des exemples de choses que j'ai vues ou que j'ai faites depuis l'école jusqu'à maintenant. Alors, clairement, gérer une collectivité, c'est beaucoup plus lourd que de gérer un client simple. Ok. D'accord. La bonne question, effectivement, c'est de se dire comment tu arrives, parce que le bénéficiaire, parfois, ou les utilisateurs de tes équipements ne sont peut-être pas ceux que tu vois tous les jours, ceux que tu as questionnés. Donc, comment tu arrives à cerner le besoin de la personne qui n'est pas là, ou la personne avec qui tu n'as pas d'interaction. Quand j'étais à l'école, c'est pour ça que avoir le profil d'urbaniste, c'est quelque chose que je pense qui m'aide beaucoup. C'est important. Parce que la base de l'urbanisme, ce sont les enquêtes sur le terrain. Les fiches d'enquête, les questionnaires à réaliser, après les tableaux SWOT, après les probabilités, après l'interprétation de ces résultats. Et c'est comme j'expliquais à mes étudiants qui font les mémoires à DSC. Un mémoire, même si vous êtes sur un mémoire de designer, c'est qu'à la fin de la journée, la méthodologie scientifique, la méthodologie de recherche scientifique ne bouge pas. Que je sois en design, que je sois en urbanisme, que je sois en architecture. Donc, à l'école, très tôt, en première année, on découpait la ville de Lomé en plusieurs parties. On faisait des groupes. Alors, je rappelle qu'à Liamo, il y a 14 pays. Donc, 14 pays, donc 14 différentes nationalités. Donc, des gens qui arrivent dans un environnement togolais qui ne comprennent rien au Minan. Les gens de la Guinée équatoriale qui viennent et qui comprennent très peu français. Pourtant, ils sont dans nos groupes et on nous envoie dans différents quartiers de Lomé. On nous demande d'aller faire des enquêtes sur le terrain par rapport à la viabilisation de certains quartiers, par rapport au découpage, par rapport au lotissement. Donc, on a appris à faire le lotissement. Tu arrives, tu tapes la porte, un vieux, à 8 heures se réveille, sa femme est en train de lui préparer son akoumé, et tu dis oui, bonjour, je viens de Léamo, je suis étudiant, on nous a envoyé faire une enquête, vous posez des questions. Vous êtes un groupe de 8, dans les 8, il y a peut-être nous, les Béninois, et encore, tous les Béninois ne comprennent pas Milan. Donc, quand on forme les groupes, on s'arrange toujours pour qu'il y ait un Togolais et un Béninois. Que tu saches parler Milan, que tu viennes du Nord, ça ne concerne pas l'encadreur. Okay. Donc, tu vois bien que même rien que si je fais arrêt sur image là, on est déjà, il y a un côté sociologique qui intervient, il y a un côté de background, il y a un côté de la formation, il y a un côté de l'éducation, il y a un côté de l'environnement dans lequel tu as grandi. C'est que tu prends quelqu'un qui est resté au Nord, par exemple. Moi, j'avais des confrères qui étaient nordistes, mais ils n'ont pas eu le choix que d'apprendre quelques mots en minant parce que tu vas devoir aller faire des enquêtes sur le terrain. Donc, la méthode participative, l'apprentissage de la prise en compte de ce que l'administré recherche réellement commence déjà par là. Ensuite, je donne un exemple. Quand j'ai fini, je travaillais sur la forêt sacrée, je travaillais sur un projet de requalification de la forêt sacrée de Ouida. Et là, tu vois, là, on vient de faire un revirement. On est sur un projet fort caractère patrimonial, culturel, en sachant que la forêt sacrée, c'est quelque chose de très lourd en signification. C'est peut-être le deuxième site le plus visité de Ouida, après le temple des Pitons. Donc, c'est un sujet qui est particulier. J'ai fait plus de 2 mois d'enquête. Avant de commencer. Parce que là, j'ai fait une enquête silencieuse, une écoute silencieuse. Pendant des semaines, je me suis assis sur les bancs de la forêt. J'ai écouté la nature pour ressentir des vibrations. Et tu vois ça, on t'apprendra ça jamais à l'école.
Ensuite, il a fallu enquêter ceux qui gèrent la forêt aujourd'hui. Donc c'est les personnes avec qui tu as le contact direct, mais ce ne sont pas eux les consommateurs de la forêt. Ensuite, il a fallu enquêter les chefferies qui ont leur mot à dire quand même sur cette forêt. Ensuite, il a fallu enquêter des membres du comité des rites. Donc, toutes les personnes qui sont quand même, qui ont une certaine couverture et qui ont leur mot à dire sur cette forêt-là, il a fallu les enquêter. Et ensuite, il a fallu observer le narratif des guides. Ok. Observer, pas enquêter. Observer. Tu viens en touriste toi-même? Non, je suis assis, je regarde. Puisqu'ils passent devant moi, je les écoute. Ok. J'écoute ce qu'ils racontent. Ensuite, il a fallu regarder le comportement des touristes. Après, essayer de voir combien de touristes, essayer d'avoir un petit nombre, combien de touristes passent réellement par la forêt, combien dure le circuit de visite de la forêt. Et après tout ça maintenant, essayer maintenant de se dire, quand je mets toutes ces informations ensemble, qu'est-ce qu'il manque que moi, architecte, je peux amener comme valeur ajoutée maintenant? Donc, on dit chez nous, au recycler à Dankpele, c'est que parfois, on prend des risques sur certains projets. Et c'est aussi ça, en tant que maître d'œuvre, qu'on attend de nous. Nous avons étudié pour ça. C'est pas le chef de l'État qui va venir s'asseoir à notre place et qui va commencer à réfléchir pour dire que, ah, si tu déplaçais cet arbre à tel endroit, non, c'est pas son rôle. Il appelle le maître d'œuvre qui est censé avoir le background, qui est censé avoir les outils pour aller chercher les informations, parce qu'on n'a pas la science infuse. On peut ne pas maîtriser les projets, mais on doit avoir les outils. Et c'est justement ce qu'on apprend à l'école, avec les projets où on nous envoie dans différentes parties de la ville de Lomé, des projets où on nous envoie à Palimé, etc., etc. Donc, ta question est pertinente de se dire comment tu prends en compte tous les éléments, des acteurs directs comme des acteurs indirects, c'est ça? Je donne un exemple. Moi, je travaille sur la première édition de Bonus Day en tant qu'architecte pour les travaux. Quand? La première édition de Bonus Day qui a eu lieu en 2024. Ok. J'ai travaillé dessus en 2023. J'ai travaillé dessus en tant qu'architecte. J'ai fait l'aménagement des places. Ok. Les adeptes, les Vaudoussi, qui vont danser sur ces places-là, quand ils sont en transe, ils ne sont plus là. Quand tu vas faire des aménagements, tu dois intégrer des normes de sécurité. C'est là que tu vois que c'est... Parfois, tu te dis que non, on est en Afrique. Non, tu dois intégrer des normes de sécurité. Donc, comment tu arrives à avoir cette information du consommateur qui est le Vaudoussi que tu ne vas jamais rencontrer et qui n'est pas lui-même qui est possédé? L'esprit prend possession de lui, c'est l'esprit qui est là, ce n'est pas lui. Tu ne vas pas parler avec l'esprit. Donc tu ne peux pas parler avec l'esprit. Mais en tant qu'architecte, en tant que designer, on attend de toi que tu aies ce que les anglo-saxons appellent les skills pour que tu puisses, à ce moment donné-là, prendre des informations, extrapoler. Moi, c'est ce que j'ai tiré des mathématiques, par exemple. Avoir la capacité d'extrapoler sur la base de 2% d'une information, en intégrant des valeurs, extrapoler jusqu'à arriver à 80% de la vraie info. Ça fonctionne toujours. C'est un peu joué à Nostradamus. Mais je crois que quand tu utilises des bons outils, quand tu utilises des bonnes informations, tu n'es jamais loin. C'est quoi les outils, par exemple, sur ça? Oh, il n'y a pas un outil clair. On va te dire que quand tu es en face d'un projet, fais ceci, fais cela. Moi, je renvoie toujours aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Écouter le client, faire ta fiche d'enquête, observer, ne brûler aucune étape de la recherche, prendre en compte tout ce que tu vois, ce que les enfants disent, ce que les jeunes disent, ce que les vieux disent, lire, regarder dans la documentation existante, regarder les sujets qui ont traité, les projets qui ont traité de ce sujet déjà, regarder ce qui a déjà été fait par d'autres personnes. Et quand tu mets toutes ces choses ensemble, t'arrives quand même, même si tu peux au moins être sûr que tu as 60% de l'info. Est-ce qu'il faut hiérarchiser? Oui, je sais pas comment poser la question autrement que comme ça. Est-ce qu'il faut hiérarchiser la parole des gens? Est-ce que quand ils sont plusieurs comme ça, je me souviens, moi, quand je faisais mon premier mémoire de licence,
il y avait ce brouhaha-là. Il y a presque des gens qui veulent t'amener à dessiner un autre projet que celui sur lequel tu es venu. Et la question que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce que tu arrives à récupérer, ou plutôt, est-ce que vraiment, comment est-ce que déjà il faut faire ça, mais comment est-ce que tu arrives à récupérer la bonne valeur, de la bonne information de la bonne personne? Parce qu'ils sont trois. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu te dis que ce que ce monsieur dit là, ce besoin-là qu'il a envie que je résolve dans le projet est plus pertinent et qu'il faille faire des concessions sur ce besoin-là que cette autre personne-là est en train de pointer sur le projet? Comment est-ce que tu arrives à balancer sur ça? D'abord, il ne faut jamais censurer. Ok. Encore une fois, ça me renvoie à l'école. La formation, c'est important. Ça renvoie à l'école. Ouais. La formation, j'ouvre encore une autre parenthèse parce que j'aime beaucoup faire ça. Ça vient des éducations que j'ai reçues. C'est qu'on t'enseigne des choses, on te donne des exemples. J'ai fait le concours, appel à projet de Philippe Simot. Oui, je me souviens. Je crois il y a 3 ans. Oui. Ouais. Et on a fait une présentation en live, les 3 finalistes, je crois. Et je me suis amusé après à lire les commentaires que les gens ont posés. Et beaucoup de gens disaient, l'école de Lomé ou bien les universités africaines forment aussi bien les gens. Parce que les gens voyaient le répondant que j'avais et voyaient quand même comment j'arrivais à aborder les aspects techniques de certains projets et que mes challengers en face n'avaient pas forcément cédé. Donc en fait, pourquoi je te parle de formation, c'est que les techniques à utiliser pour réaliser un projet, on t'apprend ça sur les papiers, à l'école. Tu rencontres un client, ils sont 5, comme tu disais. Tu dois tout prendre. Et comment tu fais le tri après? Tu fais un tableau SWOT. Ok. T'as vu? C'est peut-être dans la vraie vie, on ne va pas l'appeler tableau SWOT parce que ça devient naturel, avec d'expérience, ça devient naturel. Mais à la fin de la journée, tu dois d'abord prendre toutes les informations que tu as en face de toi. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas que j'écoute d'abord le grand, après j'écoute celui qui est au milieu. Non. Tu écoutes tout le monde. Parfois, moi, je me retrouve à leur poser des questions qui n'ont rien à voir avec le projet. Parce que c'est peut-être là que tu vas chercher l'information cruciale que tu utilises pour réaliser le projet. Quand je faisais le temple de Tolivé, il y avait ça, tu retrouves ça quasiment dans tous les temples. Hein. Tu as toujours un petit être qui est très innocent, qui ne fait pas les choses comme toi et moi. Qui peut, selon certaines personnes, heurter leur sensibilité, mais qui vient systématiquement, qui parle à peine, mais qui vient, qui est toujours là à côté, qui vous salue vous tous, qui en partant te dit tu es venu mais tu m'as rien donné. Hein. Quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu m'as ramené? Et donc, quand je fais mon analyse et que je finis de poser la question à tous les acteurs et que je suis assis, j'observe, j'intègre le besoin de cette personne-là. Parce que cette personne-là ne disparaîtra pas du projet. Tu as beau investir 2 milliards pour arranger le temple, il sera toujours là. Parce que lui va être l'administré de qui tu n'auras pas d'informations, que tu ne pourras pas enquêter. Mais tu dois prendre en compte son usage. Et tu vois, quelqu'un d'autre, peut-être, va considérer que ce tête humain-là n'a pas d'impact sur le projet. Pourtant, c'est peut-être lui le cœur de ce temple-là. Et le retirer, ça peut désharmoniser la manière dont ça fonctionne. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais de normes sur la sécurité. Oui. Et l'une des bibles des architectes, c'est la suite de documents que Nefer a écrit. C'est un livre que moi, personnellement, c'est un livre qui est très intéressant, mais c'est un livre que moi, personnellement, je questionne de plus en plus aujourd'hui. Et la question que moi j'ai par rapport à ça, c'est vu que ces normes-là, elles ont été écrites par Nefer qui est allemand, donc qui est européen.
et que je ne sais pas si c'est vrai, mais et que, a priori, toi, tu construis principalement à Cotonou, ou principalement en Afrique. Est-ce que déjà tu as remarqué des incohérences dans ce livre-là, et est-ce qu'il y a d'autres ouvrages qui peuvent être plus intéressants, ou est-ce qu'il y a d'autres outils qui peuvent être plus intéressants? Et encore une fois, je ne critique pas le... Non, bien sûr, c'est un très bel ouvrage. Le Neufert, c'est, comme tu as dit, c'est la Bible ça a été la Bible des architectes. En tout cas, de façon en print, c'est la Bible des architectes. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à d'autres formes d'information. Rien que tu prends, par exemple, que des plateformes comme Pinterest, que beaucoup d'enseignants disent aux étudiants, n'allez pas dessus parce que les enfants aiment faire du copier-coller. C'est vrai. Mais en fait, c'est comme Google. Tu sais, ça dépend de qu'est-ce que tu recherches sur la plateforme. Tu peux retrouver des normes sur Pinterest. Des normes schématisées. Moi, je me suis déjà amusé et j'ai retrouvé, par exemple, des schémas de principe sur les différentes hauteurs, des plans de travail pour une cuisine, un îlot central, etc. Pour moi, la question du Neufert, c'est, je construis un Neufert, mais je pense qu'en termes de pourcentage, peut-être c'est 10%. Parce que, adapté au contexte africain, effectivement, il y a des normes, nos réalités ne sont pas prises en compte. En tout cas, pas surtout sur certains équipements et certains projets spéciaux. Quand tu construis un ERP, par exemple, un équipement qui reçoit du public, bien sûr que tu dois prendre en compte les normes du Neufert. Les rampes handicapées, la moyenne de pente qu'il faut utiliser pour ces rampes-là, où est-ce qu'il faut mettre du carreau antidérapant. Quand tu conçois, par exemple, un amphithéâtre ou bien une salle de cinéma ou une salle de spectacle, tout ce qui est isolation phonique, la hauteur sous plafond, comment les effets de reverb, etc. Mais tu vois, si tu n'as pas une lecture de bâtiment, même quand tu vas ouvrir le Neufert, l'information est là, mais tu ne sauras pas. C'est quoi? Qu'est-ce que tu mets dans lecture de bâtiment? Quand tu prends le Neufert, par exemple, ils te font des coupes parfois. Ils te font les coupes, et dans les coupes, ils te mettent plein de détails. Des codes de niveau, les hauteurs de marche, les épaisseurs de marche. Ils te mettent les angles de projection de la voie, par exemple. Ce genre de choses. Si tu n'as pas eu à bien travailler ça en école archi, ou que si tu n'as pas eu une matière qui t'a montré ça, tu ne peux pas le faire. Donc aujourd'hui, le Neufert, ce n'est pas un outil qu'on peut mettre de côté. Moi, aujourd'hui, quand je conçois des parkings et que ça commence à devenir galère, j'ouvre le Neufert et je vais chercher la norme. Parce que un parking en Afrique, c'est le même parking. En termes de size, en termes de dimensionnement, en termes de normes, c'est le même parking. En tout cas, la voiture ne devait pas... Voilà, c'est ça. La voiture ne va pas changer. Une voiture en Afrique n'a pas une dimension différente d'une voiture en France. Non. Et sur certains, les parkings publics, par exemple, où on dit qu'il faut laisser de la place, il faut laisser une place pour les véhicules handicapés, il faut laisser une place pour les bus, etc. Là où le Neufert devient intéressant, c'est qu'en Afrique, nous tombons sur des projets où parfois on a des terrains qui sont petits aussi. Et par contre, tu dois concevoir le projet avec une place de parking. Et donc, pour moi, le Neufert, c'est un peu comme un socle. Tu vas chercher l'info comme tu veux, l'info que tu veux. À toi de savoir comment tu l'utilises dans ton projet, en fait. Intéressant. Comment c'est venu l'idée de lancer ta propre agence? Tu veux la vraie, tu veux la vérité ou tu veux le... J'aime la vérité. J'ai travaillé 3 ans dans 3 différents cabinets. Je fais une année dans un cabinet. C'est un choix. Ok. C'est un choix afin d'apprendre très vite. Donc j'ai fait 3 différentes générations. Ok. J'ai commencé par un jeune. Ensuite, je suis passé chez ensuite, je suis passé chez un duo d'architectes. Ok. Et ensuite, je suis passé chez une architecte qui s'est révélée à la fin être celle qui a fait le plan de ma maison, la maison de mon papa. Et ce n'est qu'après qu'elle m'a expliqué ça, je ne savais pas. Donc, je suis allé chez elle et c'est quand elle a fini son diplôme, juste après les hameaux, elle a commencé dans un autre cabinet d'architecture et mon père est venu dans le cabinet pour demander qu'on fasse son plan et c'est elle qui a travaillé sur le plan de notre maison. Et ce n'est qu'après que j'ai compris ça. Donc, je suis passé dans 3 différents cabinets et j'ai compris tout de suite que moi, je ne pouvais pas travailler pour les gens. J'ai eu un clash un jour dans le duo de cabinet, mais je pense qu'aujourd'hui, quand ils vont écouter, je pense qu'ils vont apprécier. On a eu un clash un jour
On devait travailler sur l'hôtel de ville de Porto-Novo. Ah, les 3 agences, c'était à Cotonou? Oui, les 3 agences, c'était à Cotonou. Okay. Et on devait travailler sur l'hôtel de ville de Porto-Novo et il y avait une thématique artistique. On a demandé de concevoir un portique à l'entrée de la ville. Un portique qui va retracer un peu l'histoire de Porto-Novo et dans lequel on va retrouver tout ce qui est masque, tout ce qui est iconographie, éléments importants de Porto-Novo. Et j'avais proposé un vrai portique. Et déjà à ce moment-là, je te parle de 2015. Et déjà à ce moment, moi j'avais déjà intégré la dimension qu'en tant qu'architecte, on ne peut pas tout faire et qu'on a d'autres corps de métier qui vont travailler avec nous, comme un sculpteur, comme un graphiste, comme un monteur, comme un photographe, etc. Et donc, j'ai conçu le portique. Je me suis documenté sur l'histoire de Porto-Novo, les Ambetors, le Palais Royal, etc. Et j'ai fait une recherche de forme. Et donc, j'ai proposé un vrai portique. Et j'ai demandé, justement, dans la proposition Archi, que quand on va rédiger le descriptif du projet, qu'on explique que, à ce moment donné-là, on va utiliser de vrais sculpteurs qui vont vraiment sculpter en grandeur nature ce portique-là. Il n'a pas compris. L'un de mes aînés, il n'a pas compris. Il dit, ouais, mais comment tu fais ça, machin? À un moment donné, il m'a dit, ok, prends le crayon, va au tableau, commence à dessiner. Parce qu'il est arrivé, il m'a dit, ton dessin technique est faux. J'ai dit non. Tu peux m'attaquer sur tous les points, mais pas sur le dessin technique, parce que j'ai fait ça quasiment 7 ans de ma vie. Et donc, j'ai pris les années de... Voilà. Et donc, j'ai pris le crayon, je suis allé au tableau et j'ai commencé à crayonner. À la fin, comme notre éducation veut que l'aîné n'a jamais tort, finalement, il a dit, oui, mais bon, j'ai pas fait 2 mois. Je suis parti du cabinet. Le problème, c'est qu'ils pensaient que c'était techniquement pas faisable. Non, c'est une question de vision. Chaque architecte a sa vision. Tu prends Kaede, Kofi Diabaté, il a sa vision. Tu prends Francis Kéré, il a sa vision. Tu prends Zaha Hadid, elle a eu sa vision. Et chaque architecte a sa vision. Moi, j'ai ma petite vision. Donc, ça c'est... D'accord. Pour moi, l'architecture, c'est... You have to feel it. Si tu ne le sens pas, il ne faut pas le faire. Et tu parles de l'usager ou de la... Oui, ça fait partie déjà de la vision. Okay. Pourquoi je dis ça? Je voudrais que dans 20 ans, même quand je ne serai plus là, quand on va voir mon projet, on va savoir que ça, c'est l'architecte Billon. Et mieux, ce n'est pas que la signature. Je veux faire de l'architecture et je fais de l'architecture qui impacte la communauté, qui impacte les communautés africaines. Et je veux faire de l'architecture d'héritage. L'architecture d'héritage, c'est que je voudrais bien que, quand je ne serai plus là, dans 50 ans, qu'il y ait d'autres jeunes architectes qui sortent de l'école et qui, sur la base de ce que j'ai fait, qui améliorent pour que l'Afrique aussi se dote de certaines lignes ou de certains codes d'architecture. On ne va, je ne vais pas dire jamais, mais on n'arrivera pas, en tout cas pas pour l'instant, à une forme d'architecture où on va dire ça c'est l'architecture africaine, qui est complètement architecture africaine pour l'instant. Okay. Parce que assieds-toi et prends, moi je prends l'ordre des architectes aujourd'hui, on est 300 et quelques. Regarde combien parmi nous arrivent à tracer une ligne avec une forte connotation africaine. C'est pour ça que je t'ai dit, you have to feel it. Il y en a qui vont être très contemporains. Il y en a qui vont être au milieu, mais il y en a qui vont faire tout de suite le choix de la recherche. J'ai une consoeur qui a fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est matériaux locaux. Ça n'a l'air de rien. Moi, aujourd'hui, je travaille la terre et le bambou. Je travaille la terre et principalement le pisé, qui est quelque chose, ouais, c'est ça qui est là, qui est quelque chose que, moi, je pense que c'est l'avenir. Le pisé et la terre, c'est l'avenir de la construction. En Afrique ou en général? Ah, il y a un Australien qui a créé une usine de fabrication de murs en pisé. C'est que tu arrives, tu lui commandes un mur en pisé de 100 mètres, il est capable de te produire ça en usine et de te livrer sur chantier, tu viens poser un bloc. Okay. Donc les Blancs ont déjà compris. Au Japon, l'un des spécialistes avec qui je travaille au Ghana sur la question de terre va faire des formations au Japon. Et aujourd'hui, les Japonais sont en train de travailler une technique de production en terre, avec les impressions 3D aujourd'hui, tu vois. Donc les Blancs ont déjà compris que l'avenir de la construction, pas de l'architecture en général, de la construction, on va arriver sur une économie d'échelle où il va falloir aller vite, il va falloir avoir du confort, mais à moindre coût. On va au village, nos cases, quand il fait chaud, il fait froid à l'intérieur. Il fait agréable à l'intérieur.
Pourtant, nos grands-parents ne connaissaient rien. Il faut qu'on arrive à ça. Et c'est nous, en tant qu'architectes, lorsqu'on a la chance de travailler sur certains projets publics ou même avec certains privés qui nous donnent la latitude de nous exprimer, de pouvoir maîtriser les process. Il faut rappeler que tout ça n'est pas encore labellisé. On n'a pas encore de normes. Donc, c'est pour ça que les gens sont encore un peu frileux. Mais on va y arriver. C'est compliqué aujourd'hui de construire un pisé au Bénin. Parce que c'est un savoir-faire qui, malheureusement, heureusement, n'est pas encore vulgarisé. Okay. Et ça passe par nous, les prescripteurs. Les gens sont inconfortables à l'idée? Non, ils n'ont jamais vu. Nous sommes des Saint Thomas. Il faut voir, faut croire. C'est pour ça que si tu as la chance sur une commande publique, de commencer à mettre 5% de matériaux locaux, construction inspirée de tout ce qui est ancestral, commence par le mettre. C'est pour ça que je te dis que dans 50 ans, peut-être que je ne serai plus là, je voudrais bien qu'il y ait des gens qui sortent de l'école et qui poursuivent le rêve que moi je suis en train de mettre en place aujourd'hui. Moi j'appelle ça une schizophrénie. Mais comment est-ce qu'on gère la schizophrénie entre être artiste, je ne sais pas si je dis vrai, mais en tout cas, être artiste et être chef d'entreprise? L'artiste, lui, il veut tout ce qui est... Il s'envole. Il n'a pas de limite, l'artiste. Parce qu'un artiste, par définition, c'est quelqu'un qui rêve. Pendant longtemps, mon slogan a été « Bienvenue dans le rêve ». Ceux qui m'ont connu sous d'autres casquettes d'événementiel, de DJ, mon slogan a toujours été « Bienvenue dans le rêve ». Et je crois que je continue toujours à rêver dans mes projets. Mais en parlant d'argent, si on doit parler d'expérience du côté financier, j'ai eu beaucoup de déboires. J'en ai eu beaucoup. En architecture ou... En architecture, mais surtout en événementiel. Je rêvais beaucoup. Je prenais beaucoup d'engagements. Parfois, je prenais l'argent de quelque chose qui était important que je dépensais dans l'événementiel. Tu détournais l'argent? Que je détournais l'argent pour faire autre chose parce que j'étais un passionné. En fait, l'artiste, il vit avec de la passion. Mais quand tu deviens chef d'entreprise et qu'à la fin du mois, tu as des gens qui vont commencer à te regarder et espérer que même si c'est 50 000, tu leur donnes. Tu peux plus trop rêver. Tu es obligé de calculer. Même aller en vacances, tu calcules maintenant. Mais concrètement, dans le fonctionnement au jour le jour, c'est quoi les outils qu'on met en place pour moi, par exemple, je suis égoïste sur cette question-là. Pendant longtemps, je suis toujours d'ailleurs, freelance en visualisation d'architecture et sur d'autres sujets. Et je sais que c'était une douleur profonde à chaque fois de négocier mon prix et parfois malheureusement de réclamer mon retard de dû. Est-ce que j'ai trouvé des outils au fur et à mesure, mais ce sont souvent des outils que jusqu'à aujourd'hui j'ai du mal à automatiser et à mettre en place et à faire en sorte que ça fonctionne. Est-ce que tu as des conseils sur ça, par exemple? On m'a dit très récemment que chacun, en fonction de qui il a en face, doit pouvoir avaler une des couleuvres. Ça veut dire que il y a des gens qui vont te devoir et tu ne pourras pas aller faire du bruit. Tu ne pourras pas aller crier sur tous les toits que lui me doit de l'argent. Tu vas devoir le voir, lui sourire encore et chercher le tact pour lui demander ton argent. Ça, c'est la douloureuse de nous qui faisons tout ce qui est profession libérale. Les avocats sont un peu plus protégés parce que comme on sait que l'avocat, c'est un homme de droit et que bon, il peut venir t'emmerder, mais nous, les architectes, nous, on est des rêveurs. Bon, tu fais un projet, le client en face de toi te dit que mais pourquoi je vais te payer 50 millions? T'as juste réfléchi, t'as rien fait. Le client est capable de payer 120 millions à une entreprise pour qu'on lui fasse un sous-sol que de payer à l'architecte qui a conçu le sous-sol 10 millions. Donc, ça vient avec des expériences. Au début, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de naïveté. J'ai été déjà appelé sur des concepts d'inauguration de certains grands hôtels où on m'a jamais payé. Tu veux pas les afficher? Non, mais on m'a jamais payé et c'est le commanditaire celui qui m'a emmené sur le deal, les gens te regardent en face et te disent que excuse-nous, c'est parce que nous aussi on a fait une perte, donc on ne peut pas te payer.
Et donc, tout le monde passe un peu par cette case-là. Quand tu sors de l'école, tu as envie de prouver. Si tu sors de l'école, qu'on vient te proposer de travailler sur le design d'une Fashion Week, de venir faire le plateau d'une Fashion Week, et tu es sorti de l'école fraîchement, personne ne te connaît. Tu vas dire à la personne, je veux qu'on signe contrat. Mais non. Tu penses que c'est inévitable de... En tout cas, 80% de ceux qui sortent de l'école se font d'abord pigeonner d'abord. Est-ce que dans tes études, il y a eu une éducation à ça, une éducation à l'entrepreneuriat, à la gestion? Non. Ah, non. Okay. Non. C'est comme une de mes amies me dit, ce sont les nouveaux métiers qui doivent être maintenant insérés dans les formations. Mais historiquement, c'est libéral, architecte. Donc, oui. Forcément, c'est... Mais on ne t'apprend pas forcément ça. On ne t'apprend pas à gérer le client. Et c'est là que passer justement passer dans les cabinets TED. Moi, le cabinet de la dame chez qui je suis passé, elle m'a mené en clientèle. En meeting. Elle s'asseyait, elle ne parlait pas. Et elle dit de négocier le prix. Si tu as négocié 1 million, c'est qu'on va prendre 1 million. Et elle faisait ça. Ouais, tout ce que j'ai eu. Et elle disait au client, c'est lui qui va dessiner votre projet, donc c'est lui qui va parler de l'argent. Et je négociais. Aujourd'hui, je fais pareil avec mes collaborateurs. Je les emmène en clientèle. J'ai emmené mon architecte junior. La première fois, elle a commencé à travailler avec moi. Et 4 jours après, on était allé voir le président de la République. Elle était la première à passer la porte. Elle a salué le président. Moi, j'ai jamais eu ça. J'ai pas compris. Ah, ok, dans ton expérience. Oui. Donc, pour moi, c'est une forme ce que nous, on ne nous a pas appris à l'école. J'estime que, avec l'expérience maintenant, nous, on peut transmettre. Donc, pour moi, l'argent, oui, il faut s'asseoir et attacher la ceinture. Hein. Tu vas travailler pour des gens qui vont jamais te payer. Moi aussi, des années, moi, à côté, ils m'ont dit, je passe dans côté, je vois cet immeuble, j'ai fait le plan, mais le gars m'a dit qu'il n'a jamais fait de chantier, mais il a construit. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas commencer à passer de procès en procès? Tu penses que ça vaut pas la peine? Non. Vraiment? Mais avec l'expérience, tu arrives maintenant à t'imposer. Comment? Moi, aujourd'hui, petit secret que je donne, dès que tu fais ton tableau d'honoraires, il y a une petite mention que tu mets en bas. Ça, c'est mon avocate qui m'a donné cette information. Il y a une petite mention que tu mets en bas qui fait déjà que ce papier fait office de contrat. Et tu stipules tes modalités de paiement. Avant, j'avais peur, je me disais, est-ce que si je dis à un client de me payer, avant même que je n'ai tracé un seul trait, il va faire. Aujourd'hui, si tu ne me payes pas 50%, je ne me lève même pas. Mais ça, c'est parce que je commence à me faire un petit nom et j'ai de l'expérience. Tu ne peux pas sortir de l'école et dire, mais on va te laisser, on va prendre quelqu'un d'autre. Donc, oui, sortir de l'école ne veut pas dire forcément se faire bouffer. Ça peut arriver. C'est même très fort probable que ça arrive. Mais tu peux partir de l'expérience de tes aînés pour que ce ne soit pas trop fort. Aujourd'hui, l'ordre des architectes donne la possibilité d'avoir ce qu'on appelle ouverture de dossier. Non, ouverture de dossier. C'est comme chez les avocats. Quand tu arrives, avant même que tu n'ouvres la bouche chez un homme de droit, avant qu'il ne commence la consultation, il y a les frais de dossier. Je crois que c'est 50 000 si je ne me trompe pas. Ah d'accord, ok. Oui, ils ont des frais de dossier. Okay. Aujourd'hui, l'ordre des architectes du Bénin aussi a instauré ça. Okay. Donc nous, on a des frais de don. Même si le client te floue n'importe comment, après la séance, il s'en va, au moins tu as eu 100 000. Oui. Mais même là encore, il n'y a pas beaucoup qui arrivent à faire respecter ça. Ah, vous avez écrit ça dans les process. Okay. Dans les process. Donc, tous les architectes inscrits à l'ordre à l'ONOB. À l'ONOB, dès qu'ils rencontrent un client, avant même de faire n'importe quoi, c'est 100 000, je crois. Ok. Mais si quelqu'un triche, qu'est-ce qui se passe? Non, parfois le client reporte ça sur l'honoraire global. Okay. Mais c'est un risque que tu prends parce que l'ONOB a tellement géré des dossiers où les architectes ont travaillé sans être payés que maintenant, ils ont trouvé au moins que ça, en termes d'ouverture de dossier, c'est déjà contraignant pour le client. À quoi ça sert l'ONOB? Ça sert à tout. Ça sert à régulariser notre profession. Ça sert à nous protéger. Je crois qu'il y a eu un immeuble qui s'est effondré il y a 2 semaines à Fidjiossé. Okay. Et je crois que l'ONOB a envoyé une délégation. Ils sont allés regarder. L'ONOB, c'est un peu comme... c'est comme tous les ordres. C'est qu'on ne peut pas évoluer en rang dispersé. On ne peut pas évoluer comme on veut. On a l'Assemblée nationale, non? Pourquoi on élit des députés? C'est qu'il faut forcément une institution qui permette de gérer l'interaction des architectes avec l'extérieur, qui permet de réguler les architectes entre eux, qui permet de... Et ça devient encore plus fort quand on est sur des commandes publiques.
Moi, je me suis déjà retrouvé avec des clients privés qui m'ont demandé de leur envoyer le texte de loi qui régit comment les honoraires d'architectes sont calculés en République du Bénin. Ça existe? Oui, ça existe. Et c'est réglementé, hein, le ministère du cadre de vie et tout, c'est signé, voilà. Mais heureusement, malheureusement, on n'utilise que ça sur des commandes publiques. Parce que quand tu as un privé qui a 200 millions à mettre dans sa maison et que tu commences par lui calculer 8% ou 7%, et c'est là que c'est une question de mentalité. Maintenant, par rapport à il y a 5 ans, ça a même beaucoup évolué, ou il y a 10 ans, ça a même beaucoup évolué. Avant, ce sont les maçons qui étaient les architectes. Oui. Aujourd'hui, tu vois. Où le client lui-même arrive et puis il prend le mètre, il prend la pierre, il lance, il dit les millions de dessous, des millions de vivre, et puis il commence. Tu vois, donc ça c'est notre culture. C'est un peu notre patrimoine. Un peu avant, on était en train de parler d'architecture africaine. Et tu disais que tu n'étais pas sûr de voir une architecture africaine, en tout cas c'est ce que j'ai compris, de ton exercice. Est-ce qu'il y a des codes qui... Moi j'ai un peu peur de ça justement, du fait qu'on puisse identifier... En tout cas, j'ai peur de la caricature. Et est-ce qu'il y a une architecture africaine qui... C'est quoi les codes? Je ne sais pas si c'est codes le mot, mais c'est quoi comment est-ce qu'on reconnaît une architecture africaine sans faire de la caricature, sans qu'elle ne soit caricaturale? Caricaturée? D'abord, il y a l'histoire de l'architecture en général. Tu vas en Égypte. Est-ce que parce que il y a les pyramides en Égypte, du coup tous les projets en Égypte ont une forme de pyramide? Non. Pourtant, avant qu'on ne parle de civilisation, avant qu'on ne parle d'héritage pour le monde entier et d'héritage pour l'Afrique, c'est d'abord des constructions qui ont eu lieu en Égypte. Pourquoi les architectes égyptiens, tout de suite, quand ils font tous les projets, ne leur donnent pas une forme triangulaire? Donc, c'est pour te dire que, pour moi, je pense que je n'ai pas encore toute la maturité pour apprécier ce genre de sujet. Mais par contre, ce que je sais, c'est que nous avons des éléments, nous avons des choses dans nos pays africains qui peuvent servir fortement d'identité dans les projets. Je vais plus loin. C'est tout simple. Hein? Pourquoi on fait des toitures avec des pentes raides dans les pays développés, les pays froids? Mais je vois que dans nos pays, on fait la même chose. Mais pourquoi ils font ça dans les pays développés? À cause du poids de la neige. Si tu as une pente qui est douce, ça va pas couler. Donc, ils utilisent des pentes beaucoup plus abruptes pour faciliter, en fait. Tu vois, dans le pôle Nord et tout ça, ou au Canada, c'est beaucoup plus facile pour eux. Bon, maintenant, nous, on fait nos projets et puis on est sur des versants comme ça. Des maisons d'origine. Oui, alors, tu vois, et ça, c'est pas quelque chose qui se fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui date. Tu vois, donc c'est tout simple. Pour moi, l'architecture africaine, c'est pour ça que je disais je ne pense pas qu'on va arriver à quelque chose où on va dire ça, c'est de l'architecture africaine. Non. Comme tu dis, on ne va pas caricaturer. On ne peut pas se fermer aujourd'hui au monde. Mais par contre, je suis pour le fait de prendre la modernité, de prendre les codes. En fait, il n'y a pas de honte à copier ce qui fonctionne chez les autres et qui peut bien s'adapter à notre contexte. Moi, je vais travailler, tu prends par exemple le musée des Arts Vaudou de Porte-Novo, qui aujourd'hui, quand tu arrives à Porte-Novo, visuellement, je ne veux même pas parler de qui a fait, etc. Non, visuellement, tu comprends ce que c'est. Tu comprends. Tu as une forme de symbolisme. Et quand tu te rapproches, tu as maintenant une forme d'iconographie. Avec des symboles, etc. C'est de la terre? Je sais pas. Je n'ai pas cherché à savoir réellement, mais je pense qu'il y a du béton, peut-être qu'il y a un revêtement. Je ne sais pas quelle est la matière qui est utilisée pour le revêtement. À cette échelle-là, c'est pas possible de gérer avec de la terre. Hein. Non. On ne saura pas si on n'a pas essayé. Logique. Par contre, tu prends par exemple, il y a des expositions universelles qui arrivent, où il y a des pays africains qui ont fait le choix de faire leur pavillon complètement en terre. Et peut-être si j'ai un peu de chance, je vais travailler sur ce genre de projet. Donc pour moi, l'architecture africaine, il faut partir de nos vestiges, il faut utiliser des éléments
de langage qu'on retrouve, même des matériaux. Et puis on prend ce qui fonctionne chez les Blancs et puis on essaie d'adapter, on essaie de... Ça peut pas être, on peut pas être une génération spontanée. Quand il y a la Première et la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, tout a été rasé, ils ont dû... Donc ça peut pas être une génération spontanée. Par contre, il y a un adage chez nous qui dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Si nous, en tant qu'anciens, on commence par réfléchir en se disant ah tiens, il faut que dans 50 ans, il faut que dans 100 ans, les autres architectes qui vont sortir puissent avoir quelque chose sur lequel ils peuvent travailler. Moi, quand je prends l'univers de l'architecture en Afrique, et je prends le Bénin par exemple, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de projets où les matériaux, la construction avec des matériaux comme la terre, comme le bambou, etc., sont mis en avant. Donc, je pars du principe où peut-être que si moi j'ai la chance et que j'arrive à faire 10 projets avant que le bon Dieu ne me rappelle que c'était, peut-être que l'architecte qui va sortir dans 20 ans, il va se dire, ah mais tiens, il y a tel architecte qui a fait ceci, voilà les limites de ce qu'il a fait et je peux améliorer. Et c'est petit à petit qu'on pourra... Possible. Oui, c'est possible. Nous sommes les prescripteurs et c'est à nous architectes. C'est pour ça que les décideurs, les hommes politiques, moi des fois je les comprends parce que c'est nous architectes qui devrions forcément d'abord faire les prescriptions. Naturellement, les politiques vont nous accompagner parce que à la fin, qui nous donne la commande, c'est le politique. Et si le politique n'adhère pas à l'idée, ça ne viendra pas. Donc, je pense que il n'y a pas de génération spontanée. Ça va se faire petit à petit. C'est lequel le plus compliqué entre un projet d'État et un projet de particulier? Le projet d'État, il y a des codes. Il y a le cahier des charges. Quand tu as passé la commande et que tu as signé le contrat, une fois que tu as réussi ta phase d'esquisse et que le client est satisfait, il est très rare qu'on vienne et qu'on change tout. Par contre, le privé, il est allé à Dubaï, il est allé à Mayotte, il est allé en Grèce, et il a vu quelque chose qui lui a plu, il fait la photo. Agitette, j'ai trouvé ceci qui me plaît, on peut changer. Parfois, ça c'est si tu es bien qui te demande. Parfois, il peut arriver à faire des modifications, c'est quand tu arrives sur le chantier 2 jours après que tu te rends compte, tu dis, mais quand est-ce qu'on a changé? Dit, ah, madame est venue, elle a dit qu'elle a vu ça dans tel pays. Elle te dit, ah, excuse-moi, c'est lui qui a son argent, qu'est-ce que tu fais? Le l'homme n'aide pas justement sur... Tu peux pas commander le client privé ce qu'il veut faire de sa villa ou de son immeuble. Ah, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux lui faire, il y a une forme d'éducation que nous, architectes, on fait au client. Moi, aujourd'hui, maintenant, quand un client vient en face de moi et que je sens qu'il veut trop modifier les choses, je dis, OK, c'est toi le client. Par contre, je te fais signer, et c'est là que le nom m'intéresse, je te fais signer, par contre, un document qui dit que c'est toi-même qui as changé. Si demain, il y a un problème structurel, bah, tu me prends pas. Tu travailles beaucoup avec tes avocats? J'ai un cabinet conseil. OK. Tu vois, ça, c'est des erreurs que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Parce que nous faisons du business. À une certaine échelle, l'architecte devient le businessman. Parce que on parle d'économie d'échelle, on parle de rentabilité en tant que chef d'entreprise. Et si tu n'es pas couvert, si tu n'as pas de bon contrat et que tes documents, à l'échelle de 5 millions, ça passe. Quand tu vas être sur des projets de 5, 10 milliards, ah là, tu as intérêt à être bien protégé. Ça coûte combien de louer des services si tu en embauche en local? Non, c'est en fonction du projet, de façon ponctuelle. C'est que ça coûte combien par exemple? Ils sont régis un peu comme nous, ils fonctionnent sur le coût des projets. Parfois, ils ont des honoraires, ça peut être des forfaits aussi. En tout cas, moi, pour l'instant, on me fait des forfaits. Mais tout travail mérite salaire. Quand tu seras sur des gros deals, il faudra en fait que le cabinet d'avocats aussi puisse... C'est au pourcentage ou c'est... Moi, pour l'instant, c'est au forfait. Okay. Mais je pense qu'ils ont dans leur mode de facturation, ils ont forcément des éléments qui leur permettent de bien calculer les honoraires proprement. Tu veux pas t'avancer sur une fourchette qu'il faudrait prévoir? En termes de prévision dans les projets, très honnêtement, je me rappelle plus des chiffres quand j'envoie un contrat. Je sais que quand j'étais plus jeune, on me corrigeait des contrats, c'était 100 000 par contrat. Okay. Mais ça, là, j'étais encore très jeune et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si je veux voir quelqu'un avec un vrai contrat, l'avocat va prendre 100 000, quoi. Je suis pas sûr. Tu solo maintenant, il y a ChatGPT. C'est ça. Comment est-ce que tu apprends? Comment est-ce que j'apprends? Oui. Je fais violence sur moi pour apprendre. Parce que je pourrais tout de suite dire, ça va, je suis arrivé. En termes de créativité.
Et c'est là la chose la plus difficile à faire. Et ça, tu vas faire ça jusqu'à ce que tu n'exerces plus, jusqu'à ce que tu sois plus sur cette terre. Parce que on va avoir des générations d'architectes qui vont sortir. L'architecture va évoluer. Et il va falloir rester à l'air. Moi, je veux pas être le genre d'architecte dans 10 ans quand on va venir, on va dire que Bion, c'est que lui, c'est comme ça qu'il dessine. Si tu vas voir Bion, c'est que c'est ça que tu veux. Il faut que ça évolue. Ah non. Si je veux m'inscrire dans une dynamique de laisser un héritage, l'architecture d'héritage, comme je dis, si je veux m'inscrire dans cette dynamique-là, je suis obligé de continuer à m'adapter. Et donc, j'apprends tous les jours. Aujourd'hui, je vois des choses, tu vois les façades que les gens font les doubles pots aujourd'hui, ils font des façades découpées avec la CNC. Moi, il y a quasiment 10 ans, je proposais déjà à mes clients d'avoir des doubles façades. Et ça, dans ce temps, on appelait ça les moucharabés. Et moi, j'ai connu ça grâce à Zaha Hadid, par exemple. Donc, il n'y a pas une histoire où elle me met s'inspirer de... J'ai même jamais cherché à comprendre. Mais c'est quelque chose qui, moi, depuis 10 ans, m'a marqué. Mais tu vois, c'est aujourd'hui que la découpe laser est vulgarisée dans notre pays et tu as plein de balcons avec des motifs. Mais il y a 10 ans, qui pouvait faire ce pari-là? Personne. Donc, pour moi, j'apprends quotidiennement. J'ai appris des choses que je n'ai même pas encore développées sur mes projets. J'ai des idées. L'acier Corten qui est utilisé, je connais l'acier Corten depuis 10 ans. J'ai intégré ça dans des projets, les clients n'ont pas validé. Donc, pour te dire, en fait, j'emmagasine beaucoup et je continue de la magasiner parce que je reste convaincu que dans 10 ans, je veux pouvoir utiliser ce que j'apprends aujourd'hui. Est-ce que tu as un média favori pour apprendre justement? Est-ce que tu préfères lire? Est-ce que tu préfères tes chaînes YouTube? Est-ce que tu préfères des podcasts? Non, alors, très honnêtement, je pense que là, c'est juste la force de Dieu. J'ai un talent. J'ai une force de pouvoir capter, je capte des énergies facilement. Et donc, quand je suis sur Internet, je regarde des films et les jeux vidéo. C'est vrai que je suis très Prince of Persia. Et tu vois déjà là, tu vois que c'est pour ça que les parents qui veulent empêcher leur enfant de développer quelque chose à part, étudier, je trouve que c'est un peu gauche. Parce que moi, je prends des jeux comme Prince of Persia, aujourd'hui je joue à Assassin's Creed, Gran Turismo, Verali, et donc, quand je regarde les décors, j'apprends. Les costumiers, le design de mode. Pour moi, en fait, tous ces univers sont connectés. Oui. La mode, le design d'espace, l'architecture, l'urbanisme, la musique. Et comme je dis à quelqu'un, moi, mon rêve, c'est vraiment je veux pouvoir participer. Je donne l'exemple. Le groupe anglais, U2. Je ne connais pas. Ouais. Ça, vraiment, c'est pour les vieux. Ils ont fait un world tour où ils ont créé un podium qui était en 360. C'est que tu prends un arena, par exemple, ils posent le podium et tu as une vue 360 et ils se produisent. Et peu importe là où tu es, en fait, tu regardes. Ils sont et ça, c'est un designer qui a travaillé dessus. Et moi, mon rêve, c'est de participer, où tu prends un festival comme Global Citizen Festival, qui est quand même l'un des plus gros festivals aux États-Unis, où des stars comme Alicia Keys se produisent. Je voudrais arriver à faire un stage. Tu imagines que moi, aujourd'hui, je veux retourner faire un stage dans l'agence de design qui s'occupe de concevoir des scènes pour des événements. Je vois les scènes, là j'étais à Festival des Masques, je vois bien qu'il y a un bond qui a été fait au niveau du symbolisme de la scène. Je vois la scène de Widovea, je sais qu'il y a une grosse scène qui va arriver, parce que quand je vois ce que le gouvernement a fait sur le Festival des Masques, je me dis forcément, il va avoir une belle scène. Donc, tu prends des festivals comme ça, ce sont des designers qui créent, qui tracent des formes, qui imaginent le rêve qu'on vend. Et pour moi, c'est un rêve. Donc, je voudrais, dans quelques années, travailler dans un studio qui design des scènes comme ça pour voir en fait cette expérience-là. Tu vas arriver à fusionner la musique que j'aime, les scènes, le live band et le design. Est-ce que tu as un bâtiment ou une œuvre préférée, soit à Cotonou, soit au Bénin ou soit dans le monde? Moi, j'aimerais bien que ce soit à Cotonou, mais après, si c'est ailleurs dans le monde, je prends aussi. Préféré, je dirais pas, mais des bâtiments qui me parlent.
et qui me montre que il y a une forme d'architecture inspirée de tout ce que nous avons comme vestige en Afrique qui va arriver. Je prends par exemple la BCAO. Ok. La Cotonou, la BCAO de Cotonou. Ok. C'est tout simple. C'est une tour avec des motifs de Cori. Et je suis sûr que si tu regardes en coupe, ils se sont inspirés peut-être des Cori pour sortir une forme dans les angles. Tu vas à Lomé. Tu dis en coupe, tu veux dire oui, en vue aérienne. Tu vas à Lomé, tu prends la BIDC, tu prends la BOAD. Tu as vu la forme? Les deux colonnes, l'élément qui tourne. Et tu as un symbolisme. Tu as un symbolisme qui intervient. Donc pour moi, je ne vais pas dire des bâtiments préférés, mais c'est plutôt ce genre d'architecture-là que je vois sur des bâtiments en Afrique qui me frappe et qui me montre que il faudrait absolument... Ces bâtiments ne sont pas démodés. Pourquoi ils ne sont pas cassés? C'est toujours d'actualité. Ça veut dire donc que, en fait, nous allons faire de l'architecture, nous allons faire du modernisme, mais derrière, il faut absolument qu'on puisse s'inspirer de quelque chose qui existe, qu'on puisse s'inspirer des formes. En Afrique, on a énormément de formes. On a énormément de formes. En fait, on a une mine qu'on n'utilise même pas encore pour faire des projets. Tu vas en Asie. Qu'est-ce qui fait la force des Émiratis aujourd'hui? Je ne sais pas. Quand tu regardes leurs projets, regarde bien, ce n'est jamais un modernisme purement calqué Europe. Tu prends par exemple le Louvre d'Abu Dhabi. Oui. Tu as vu? Oui. Le Louvre d'Abu Dhabi, tu as vu comment ils ont fait ça? Oui. L'espèce de double, triple, 4 pots avec les trous, etc. Et c'est intéressant que ce soit nouvelle qui a. Tu as vu? Et c'est inspiré de l'histoire désertique, c'est inspiré de l'histoire de ces zones-là. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans nos pays. C'est peut-être pas la faute des décideurs, parce que parfois, nous avons des aînés qui ont la possibilité de s'exprimer sur certains projets, qui ne le font peut-être pas, qui ne font peut-être pas à la hauteur de ce que nous voudrions. Donc, on ne va pas les accuser parce que, comme je dis, c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Les anciens ont fait jusqu'à un niveau. Et il faudrait que la jeune génération d'architectes puisse prendre conscience et se dire que il faut qu'on fasse les choses mieux. Si tu n'avais pas étudié ou si tu n'avais pas pratiqué l'architecture, l'urbanisme ou le design, tu aurais fait quoi? Pilote d'avion de chasse. Je veux demander pourquoi. J'adore les sensations. J'adore les sensations fortes. Je pense que ça me définit toujours ces choses. Tu regardes le film Maverick, Top Gun. Oui. Top Gun le 2, oui. C'est incroyable. Tu vois le Tom Cruise, le mec qui rentre dans le canyon et qui a 2 minutes 30. Et tu vois, et quand moi je regarde ce genre de film-là, je ressens le truc. Donc je me dis, quand mon père voyageait, j'étais tout petit. Dans le temps, l'aéroport de Cotonou était encore plus accessible. Je suis allé jusque dans la cabine du pilote un jour pour aller lui donner une pièce de 100 francs. Tu voulais souder le pilote. Tout le monde m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, c'est à lui que je donnais 100 francs. Et je suis rentré, j'étais vraiment émerveillé. Et au jour d'aujourd'hui, je sais qu'un jour, je vais voyager et je veux pouvoir faire un long courrier et être assis dans le cockpit pour regarder. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Okay. Je crois que le commandant Habib a déjà eu à faire ça avec quelqu'un, mais je ne sais pas. Peut-être quand j'aurai un peu plus d'argent, je pourrais avoir ces privilèges. Okay. Est-ce qu'il y a un architecte, un designer, un artiste que tu aurais envie d'écouter sur ce podcast? Africain? Africain de préférence, mais peu importe. Alors, mon agence aujourd'hui s'appelle Maison Billon Soso. OK? Et l'une des designeuses qui m'inspire beaucoup, de par son parcours, c'est Sarah Lavoine. Et son agence s'appelle Maison Sarah Lavoine. Et donc, je sais qu'un jour, je vais la rencontrer. Donc, elle m'a beaucoup inspiré. Donc, si je devrais lui faire un clin d'œil, ce serait ça. Qu'est-ce qui te plaît dans le travail de Sarah? Comme je disais, c'est... En fait, quand j'ai découvert son site, j'ai regardé ses projets, elle utilisait beaucoup de tons chaleureux. Okay. Je savais que j'aimais bien tout ce qui est terracotta, mais c'est chez elle que j'ai vu une application. En fait, je crois que c'est elle qui m'a vraiment donné le déclic du design intérieur. Okay. En fait, c'est la première
professionnel que j'ai découvert en tant que designer d'intérieur, j'ai vu son travail. Et en fait, dès que j'ai vu ça, j'ai ressenti en fait une vibration. Je fonctionne beaucoup avec les vibrations. J'ai ressenti une vibration et après j'ai poussé. J'ai même envoyé des demandes pour travailler chez elle. Moi qui ne voulais pas travailler chez quelqu'un, je me suis dit si je devais travailler dans une boîte, c'est là-bas. Ouais. Et voilà. Ils n'ont jamais répondu. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ouais, j'ai même appelé, ils n'ont jamais décroché. Il faut les relancer, ça va. Ouais, un jour. Ça va finir par marcher. Un jour. Si tu pourrais retourner en 2014 ou en 2013 et donner un conseil à Billon qui vient de sortir de l'ERMO, tu lui conseillerais quoi? Question. Ouais, ça c'est une bonne question. Je ne changerai pas du tout au tout. Je vais améliorer des choses. En fait, de Beyond 2014, même si j'étais retourné derrière, en tout cas professionnellement, n'aurait pas forcément changé. Parce que j'estime que où je suis en train d'aller, c'est la résultante de tout ce que j'ai emmagasiné comme expérience, que ce soit dans le secteur de l'architecture ou dans le secteur de l'événementiel. Si aujourd'hui je peux avoir une aisance à travailler sur un projet qui coûte 10 milliards, c'est peut-être parce que j'ai travaillé sur un projet qui a coûté 500 millions où j'ai failli fuir du Bénin, où on a failli m'enfermer, où j'ai connu beaucoup de déboires parce que je manquais, je n'avais pas encore l'expérience pour gérer certaines choses. Ça m'a beaucoup appris. Tu n'as pas envie de consécuter le chemin et de donner la clé? Non. En tout cas, ça, c'est pour moi. Peut-être pour quelqu'un d'autre, avec ce qu'il a vécu, il aurait agi autrement. Moi, je pense que c'est tout bénéfique pour moi, en fait, mon passé. J'ai fait des projets avec MTN. J'ai fait un projet qu'on appelle MTN Hui. MTN Hui. J'ai ramené, avec une de mes anciennes partenaires dans le temps, on a ramené un artiste, Olamide. Et on a disposé 120 conteneurs de 40 pieds sur la plage de Fidji-Ossé. On a disposé ça en quinconce. 120 conteneurs. Rien que la logistique pour déplacer le conteneur du bord de la route pour l'envoyer au bout de la plage, il fallait réfléchir. J'ai ramené des gens du génie militaire. Pour te dire donc que parfois je suis tout jeune et je me rends compte, comme on dit chez nous, c'est moi qui joue le tam-tam et puis les gens se rassemblent. C'est-à-dire que je me rends toujours compte que je suis peut-être jeune, mais j'arrive à driver des équipes et des gens de différents horizons, oui, importants de différents horizons. Donc pour moi, tu vois, je ne vais rien changer. Au contraire, si ça à refaire, je referai. Quand tu ne dessines pas ou que tu ne fais pas de l'architecture, tu fais quoi? Avant, je fumais. Pardon? Avant, je fumais. Ok. Dès que tu ne travaillais pas, tu fumais? Non, c'était... C'est un peu... Avant, je fumais quand j'avais la pause. Des sandwichs ou juste des cigarettes? Non, des cigarettes. Okay. Des cigarettes. J'avais une marque préférée que j'aimais bien. Okay. Et donc, je suis très café. Okay. Et donc, je faisais ça. Et depuis 2 ans, j'ai arrêté de fumer. Mais complètement. Je n'ai même pas volé une seule cigarette pour fumer à côté. J'ai vraiment arrêté. Et je me suis concentré beaucoup à l'architecture. Et depuis peut-être 2 mois, j'ai renoué avec ma passion de DJ. Et ça, c'est une autre partie de ma vie encore. J'ai renoué avec ma passion de DJ. Et je pense que j'essaye petit à petit de me reconnecter à ça. Je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas retrouvé le DJ Ice, comme on dit, qui jouait et puis il y avait des milliers de personnes qui dansaient. Je n'ai pas encore retrouvé ça. Je sais que ça va venir. Mais pour l'instant, je n'ai pas un hobby, je n'ai pas quelque chose d'autre que je fais. Donc je travaille. J'essaie de voyager. Je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Je n'ai pas encore réussi à combler. Mais ça vient. C'est spécial. Il y a pas mal d'architectes et de designers qui sont dragués par la musique. Il y a par exemple Peter Ajayi, je pense que c'est le frère de David, qui est aussi DJ. Il y a Virgile qui était DJ. Il y a pas mal de... C'est intéressant que la musique, ça le rythme, les formes. Moi, quelqu'un m'a demandé un jour comment tu es. Je crois qu'il y a un article qui est sorti dans Bull Diamond il y a quelques années. On me demandait, mais comment tu fais le pont entre l'architecture et le DJ? Et pour la petite histoire, quand moi j'ai arrêté de mixer, les gens m'en ont voulu. Même des architectes m'en ont voulu pendant très longtemps.
Parce qu'il me disait que tu peux pas faire le choix, parce que être DJ, c'est quelque chose qui faisait partie de toi. Parce que moi, le rythme, les formes, quand je mixais en boîte de nuit, j'ai mixé au Calypso, j'ai mixé au Macumba, j'étais le DJ, c'est moi qui ai ouvert Dream Beach. Les soirées du 31 décembre, j'étais DJ officiel. J'ai fait des concerts avec Tiwa Savage, Fali, Arafat, Fanny G. Franchement, parfois j'ai l'impression que c'est pas la même personne. Parfois j'essaye de retrouver cette personne, mais je ne la retrouve pas. Donc c'est une autre partie de ma vie. Et voilà, ça s'est bien passé, j'ai pris ce qu'il faut. Et aujourd'hui, tout ça m'aide dans l'architecture, parce que quand je suis en boîte de nuit, je commande les consoles de lumière. Je commande quand est-ce que je fais un blackout, quand est-ce que je mets la poursuite, quand est-ce que je passe en bleu, quand est-ce que je passe en rouge. Et quand je me retrouve à faire du design d'intérieur, je sais très bien les codes couleurs, comment je marie un mur blanc avec un mur marron. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et le DJ, c'est quelqu'un qui a le rythme. Moi, j'étais un super danseur. Quand j'étais à Lomé, j'avais une de mes collègues qui est architecte aujourd'hui aussi, Colima. Et quand on rentrait au privilège, on nous appelait les super danseurs. Dès qu'on rentre, le DJ prend le micro et dit que les super danseurs de Lomé sont arrivés, parce que quand on monte sur la piste, on danse jusqu'à 5 heures du matin. Et ce rythme-là, aujourd'hui, je le retranscris aisément dans les projets que je fais. Donc, c'est lié en fait. Est-ce qu'il y a une question sur laquelle je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Il y a beaucoup de questions. Hein. Et comment tu gères le track? Comment tu gères le track? Est-ce que tu as du track d'ailleurs? J'en ai. J'en ai. Je me surprends parfois, les rares fois les fois où j'ai la chance d'être devant le chef de l'État, je me surprends à avoir un peu de track. Parce que c'est la haute autorité. Il est intimidant? Il n'est pas intimidant. Il vaut mieux maîtriser ton sujet. Ah bon? Ah oui. Ok. Si tu sais pas, ne mens pas. Tais-toi. Ne mens pas et voilà, en fait, il faut de l'excellence. Il faut de l'excellence. Moi, je fais partie de ceux aujourd'hui qui, même dans les échecs, je me retrouve encore aujourd'hui à aller dans certaines agences, à déposer certains de mes dossiers où j'ai des chefs de projet qui prennent mes dossiers et qui me disent « Monsieur Billon, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. » Je pourrais me fâcher. Je dis que oui, mais pourquoi? Quand le monsieur parle, tout ce que je dis au fond de moi, c'est que quand je vais te renvoyer le dossier, je vais te faire tais-toi. Et je le fais toujours. C'est pour ça que je te dis que j'ai 2 coups d'essai. J'ai le premier où tu peux parler, mais le deuxième, tu parles jamais. Intéressant. Merci, Billon. C'est moi. Est-ce que tu as un mot de la fin? Il faut rêver. Le rêve, c'est le... En fait, tant que tu rêves, tu es insaisissable. Si tu prends un dossier comme ça, de Billon, tu prends un dossier comme ça, et que tu as vu ce dossier dans un bureau, et que tu te dis, OK, Billon a fait de telle façon, je vais copier. Tu ne peux pas me suivre. Je suis très loin dans ma tête. Je suis un ovni, je suis un extraterrestre. Si moi, on me donnait les moyens, je ferais des trucs incroyables. Donc, à chaque projet, je veux me transcender. À chaque projet, je veux faire les choses différemment. Je ne veux pas que le bâtiment A ressemble au bâtiment B, que le bâtiment B ressemble au bâtiment C. En fait, je suis un rêveur. Pour faire l'architecture. En tout cas, il y a plusieurs types d'architectes. Il y a les architectes qui sont dans le cadre logique et qui, eux, ont fait le choix de se dire, moi, je suis un conformiste. J'ai pas le temps de réfléchir. Moi, je veux briser les codes. Je veux laisser un héritage que d'autres personnes vont perpétrer. Dans la maison Billon Sossou, aujourd'hui, j'ai pas encore d'enfant. Dans la maison Billon Sossou, je vais peut-être léguer ça aux architectes qui sont dans les cabinets avec moi aujourd'hui, qui, eux, vont léguer ça à leurs enfants. J'ai envie que dans 50 ans ou dans 60 ans, qu'on puisse avoir une mastodonte en architecture. Et surtout en architecture qui utilise des codes que nous avons, les codes africains et les formes. Pour moi, c'est ça. Donc, pour moi, le conseil, c'est il faut poursuivre ses rêves, il faut pas lâcher. Il y a 4 ans, j'avais fait une interview, j'avais fini comme ça. Je pense qu'entre 4 ans et aujourd'hui, il y a eu un shift déjà. Je ne suis pas encore arrivé où je veux.
Allez. J'ai dit un jour, j'ai dit à quelqu'un de très très important on m'a demandé qu'est-ce que tu pourrais aimer faire comme projet, en fait. Et j'ai dit si j'avais eu la chance de tracer un coup de crayon pour le Sofitel, peut-être que j'aurais estimé avoir fait quelque chose qui me permette de mettre pied dans la vraie cour de l'architecture. Donc, pour que tu comprennes que j'ai une vision, moi, je suis très loin. Tu veux laisser une legacy? Oui, je veux laisser des traces. À l'échelle, pas qu'au Bénin, à l'échelle de l'Afrique. Et puis à l'échelle du monde entier, qui sait. Merci, Guillaume. C'est moi. Merci beaucoup.